Mon cher ami, bonjour! Voici la page 14 que nous pouvons travailler ensemble. Page 14, c'est le code des produits électroniques. Alors, on est parti. Voici l'introduction. Téléphone intelligent, tablette électronique, ordinateur portable. Alors, ce sont tous des produits électroniques. C'est d'ailleurs une question que M. Mathieu a posée aujourd'hui. Les types de produits électroniques qu'on retrouve sur le marché font désormais partie intégrante du quotidien de la plupart des individus. L'utilisation de ces appareils augmente à un rythme effréné au fur et à mesure que de nouveaux modèles font leur arrivée sur le marché. Mais qu'advient-il de ces produits qui s'accumulent dans nos maisons lorsque nous décidons de nous procurer des modèles plus récents? On estime à 720 millions le nombre de téléphones cellulaires qui sont jetés à la poubelle chaque année à travers le monde. 720 millions, c'est terrible. Alors ici, on voit un écran d'ordinateur utilisé, usagé, et puis on voit là, les garçons qui travaillent dans un dépotoir pour essayer de trouver de la matière là, à recycler puis à revendre. Ici, les déchets électroniques et l'environnement. Les dizaines de millions de tonnes de déchets électroniques générés annuellement autour du globe ne sont pas sans conséquences pour l'environnement. Ces appareils ont une empreinte écologique très élevée à cause des matériaux qui les composent et de l'énergie qu'ils nécessitent au fil de leur cycle de vie. De plus, même si 97% des pièces informatiques et électroniques sont recyclables, à peine 10% sont effectivement recyclées au Québec. Le reste aboutit dans les sites d'enfouissement. Les composants qui s'y retrouvent, alors on retrouve dedans des métaux lourds et d'autres substances dangereuses. Alors ces composants-là, qui sont dans les appareils électroniques, s'infiltrent ensuite dans le sol quand on les met dans le dépotoir. Ils polluent les eaux souterraines. Souterraines veut dire en dessous de la terre, les nappes d'eau, ou sont rejetés dans l'air. Cela engendre une pollution néfaste pour les humains, la faune et la flore. On avait ici une petite image. Petite image, qu'est-ce que c'est? Sur des déchets, j'imagine. Un dépotoir, j'imagine. À moins que tu penses que c'est autre chose, tu me le diras, là. OK, paragraphe suivant. Une problématique qui voyage d'un continent à l'autre. Une vaste proportion des déchets électroniques de l'Europe et de l'Amérique du Nord est acheminée dans les dépotoirs d'Afrique. Quelques entreprises installées au sud récupèrent les appareils électroniques usagés pour en extraire, ça veut dire retirer, les métaux et autres composants précieux qu'ils contiennent et pour les recycler. Malheureusement, plusieurs pays n'ont pas les infrastructures nécessaires pour recycler ces appareils et restent aux prises avec une quantité énorme de déchets très polluants. Cette situation persiste et tend à augmenter avec les années, malgré le fait qu'un jour, on a fait un traité international qui s'appelle la Convention de Bâle, qui interdit l'exportation, c'est-à-dire d'envoyer ça dans les pays africains, des produits toxiques dont font partie les déchets électroniques. C'est maintenant interdit à cause de la Convention de Bâle. Dernier paragraphe pour la page 14. Des appareils exceptionnels, oui, mais. À l'ère où nous vivons, les appareils électroniques peuvent constituer des outils fabuleux pour se simplifier la vie. C'est vrai. Il faut cependant savoir que leur surutilisation peut engendrer des effets insoupçonnés. Au Canada, les adolescents passent en moyenne 5 heures par jour devant un écran. Ça, c'est beaucoup. On remarque également que les enfants passent moins de temps en nature, dehors. Donc, ce qui entraîne le taux d'obésité qui a presque doublé au Québec entre 1978 et 2015, tandis que la bonne forme physique des jeunes est en déclin. En déclin, ça veut dire que ça se détériore, c'est de moins en moins en bonne forme physique. De plus, les centaines d'amis retrouvés en un seul clic sur les médias sociaux, ça ne remplace en rien la présence physique réconfortante des gens qui nous aiment. La preuve que les appareils électroniques n'offrent pas de solution à tout. Page 15 maintenant, on va aller observer
la caricature de Boris, Jacques Goldstein. Alors, ça a rapport avec les produits électroniques. Donc, on voit un petit bonhomme qui achète la nouvelle Xbox, la 360, la One Xbox. Fait que là, en 2006, en 2010, en 2014, en 2018, puis regarde la quantité de déchets qu'il laisse derrière lui, qui s'empilent et qui vont probablement se retrouver dans les dépotoirs. Excellent. Dans le jeu ici, bien, on retrouve les catégories d'appareils électroniques. Donc, il y a des téléphones intelligents, des téléphones, téléviseurs, ordinateurs, tablettes électroniques, consoles de jeu et autres. Voilà, on avait à faire le décompte et nous proposait de faire le décompte dans nos maisons. Page suivante, c'est le cycle de vie. Ça, je l'ai déjà lu dans une autre capsule. Je m'en vais maintenant lire la page 18. On est parti et ça s'appelle « Et si on faisait mieux ». Alors, tu vois la caricature en haut là, de Boris, on voit comme l'évolution de l'être humain. Donc là, on part comme du singe, on marche debout et tout ça. Puis finalement, ben, le petit bonhomme, là, il est super content parce qu'il y a plein d'objets électroniques. Fait qu'il pense que là, il est super évolué parce qu'il a acheté plein de consoles de jeux puis d'objets électroniques, l'adolescent. Alors, on part. Consommer de façon plus responsable dans une société où la surconsommation est un modèle à suivre, est-ce possible? Bien sûr. Tout dépend de la détermination de chacun à faire des efforts, à se motiver et à faire sa part. Autour du monde, des citoyens, des entreprises, des organismes, des gouvernements sont déjà en action, ont déjà commencé à faire des choses. Alors, inspire-toi d'eux pour transformer ton milieu. Fait que là, on a plein d'exemples là, où on est déjà en action. Tout d'abord, dans le domaine des déchets. En Autriche, un pays européen, compte un peu plus de 8 millions d'habitants dans ce pays-là, bien, on a fait du compostage une affaire nationale. Depuis 1995, une loi oblige la population à composter. Plus de 20 ans plus tard, parce que le 95 à aujourd'hui, ça va un petit peu plus que 20 ans que ça existe en Autriche, ce sont 40% des déchets du pays qui sont valorisés. Valoriser, ça veut dire comme composter, en étant compostés plutôt que d'aboutir dans les poubelles. L'Autriche est d'ailleurs considérée comme étant la première de classe en matière de compostage en Europe. Ça veut dire qu'elles sont super bonnes. Elle est super bonne, l'Autriche. Les Autrichiens là, sont super bons pour faire ça. Fait intéressant. Savais-tu que le gouvernement du Québec a comme objectif d'implanter le compostage dans l'ensemble de la province pour 2022. Transport. Alors, au niveau des transports, on parle maintenant de Aubagne. Donc, les déchets, c'est en Autriche, le compost. Le transport, c'est à Aubagne. Aubagne, c'est une ville française de la région de la Provence, en France. On a décidé de rendre l'accès au transport en commun gratuit pour tous en 2008. Fait qu'on n'a plus besoin de payer pour prendre le train, l'autobus, le métro. Loin de causer la dégradation du service, parce que l'autobus, c'est un service. On n'achète pas un autobus, on l'utilise. C'est ça qu'on appelle un service. Bien, cette mesure a fait bondir l'utilisation de l'autobus dans la ville. On a eu une augmentation de 146% les 3 premières années. Fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui l'ont pris. Plus que le double qui l'ont pris. Bien, pas plus que le double, mais presque que le double. Alors, on va dire 146% de plus. Cela a également permis de limiter la pollution en diminuant le nombre de véhicules sur les routes, tout en réduisant le stress des chauffeurs d'autobus qui maintenant, là, ils n'ont plus à affronter les clients qui refusaient de payer. Fait qu'on considère que ce sont des effets positifs. Allons voir au niveau de la culture maintenant. Aux États-Unis, le réseau Little Free Library, donc c'est la petite bibliothèque gratuite, fait fureur. Le concept est simple. Des gens fondent leur propre petite bibliothèque. Ils l'installent à différents endroits dans leur communauté, devant leur maison ou dans des lieux publics, dans des étagères, dans des boîtes téléphoniques ou dans des petites cabanes. Puis ils invitent les citoyens à y prendre ou à y laisser des livres gratuitement. Nul besoin de dépenser
pour découvrir ou faire découvrir de nouvelles œuvres littéraires. La bonne idée. Alors ici, on a toute la carte du monde avec les endroits où sont situés sur la carte du monde les pays. Fait que ça vaudrait peut-être la peine de l'apprendre au cas où qu'on montre une image de carte du monde. Je suis rendue à la page 19 avec les voyages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les voyages de mieux? Et si on faisait mieux? Partout sur la planète, des hôtels deviennent plus éco-responsables. Ces établissements se démarquent entre autres par leurs pratiques durables et écologiques. Durable, ça veut dire à long terme, des pratiques qui vont faire, des choses qui vont faire longtemps. Et écologiques, ainsi que par leur rapport à la communauté où ils sont installés. Par exemple, on a la redistribution des surplus de nourriture. Fait que, mettons, je suis en voyage à l'hôtel, il reste de la nourriture, bien, on les redonne aux gens au lieu de les jeter. Il y a la consommation responsable d'eau et d'énergie, l'utilisation de produits biodégradables, l'engagement des employés dans des organisations communautaires, etc. De nombreuses certifications d'éco-responsabilité peuvent être obtenues par les hôtels, mais aussi par toutes les plages du monde pour protéger nos océans, pour faire moins de déchets sur les plages. Ensuite, approvisionnement. Les entreprises, les écoles, les villes québécoises, ainsi que toutes les organisations qui souhaitent se joindre au mouvement peuvent adopter des politiques d'approvisionnement responsables. Ce faisant, elles s'engagent à acheter des produits qui respectent l'environnement et les travailleurs. Cela peut prendre la forme d'achat d'aliments équitables, par exemple pour la cafétéria de l'école, de l'entreprise, les salles d'employés, les vêtements de travail, les uniformes que les gens portent ou les habits de travail. Donc, c'est des idées pour l'approvisionnement. Attention à ne pas mélanger avec apprivoiser. C'est bien approvisionnement, ça a déjà été un méli-mélo, ça. 2P, 3N, c'est un long mot, ça. On continue. On est rendu avec l'alimentation, chers amis, à la page 19 toujours. En Suisse, ça a été une question, ça, aujourd'hui. En Suisse, c'est la moitié des bananes vendues qui proviennent du commerce équitable. Ce type de commerce assurant une plus juste rémunération et de meilleures conditions de vie pour les producteurs du Sud prend de plus en plus d'essor sur la planète. Selon Fairtrade, plus de 1,66 million de producteurs et de travailleurs rassemblés au sein de 1200 organisations professionnelles, des coops, des associations dans 75 pays bénéficiaient du commerce équitable. Au Japon, conformément au système Taikei, qui signifie le visage du fermier sur le produit, les consommateurs s'engagent chaque année à acheter la production biologique d'un fermier local. Cette pratique a été reprise au Québec, par l'organisme Équiterre, avec le concept qu'ici on appelle l'agriculture soutenue par la communauté, ASC. Agriculture soutenue par la communauté, c'est exactement la même chose que le visage du fermier est sur le produit que le Taikei au Japon. Fait qu'on achète d'un producteur qu'on connaît, qui est près de chez nous et en qui on a grandement confiance. Juste pour voir le petit jeu, qu'est-ce que c'était? C'était de faire une recherche sur les principes de la consommation responsable au Québec ou ailleurs, puis de faire la description de la consommation responsable au Québec. Voilà.